Monsieur Laplante. Nous passons maintenant à notre dernière conférencière, donc Mme Martine Ouellette. Elle est ingénieure mécanique de l'Université McGill. Elle possède aussi un MBA des HEC Montréal. Elle a fait carrière pendant 20 ans chez Hydro-Québec, donc plusieurs années à titre de haute gestionnaire. Actuellement députée de la circonscription de Vachon à Saint-Hubert depuis 2010 et porte-parole du Parti québécois en matière de maritime, d'électrification des transports et de télécommunications. Elle a été ministre des Ressources naturelles du Québec, responsable de la nouvelle loi sur les mines et de la fin du nucléaire, notamment au Québec. Elle est une militante depuis 29 ans au Parti québécois. Elle a été responsable de la rédaction du chapitre sur l'eau du programme du Parti, à l'origine aussi de la politique nationale de l'eau adoptée en 2002. Le titre de sa présentation, Imaginez le Québec indépendant à la conférence de Paris. Donc, elle va notamment nous parler, donc, avec notre hydroélectricité, notre grappe industrielle en transport électrique et le génie des Québécois. Nous avons tout pour devenir un leader mondial en technologie verte. Le Québec indépendant avec les outils d'un pays et non de ceux d'une province, ayant à lutter contre son propre pays. Évidemment, M. Laplante vient nous en faire tout un état. Serait mieux outillé pour respecter Kyoto et devenir un leader mondial dans la nouvelle économie verte. Je cède la parole à Mme Ouellette. Merci, Martine. Effectivement, Robert vient de nous faire une excellente présentation sur le prix d'être une province verte. Province, c'est territoire vaincu. Donc, dans un Canada bitumineux. Je pense que c'est assez clair. Et la conférence de Paris et l'indépendance, Robert en a abordé quelques aspects très géopolitiques. Et juste vous dire quelques expériences que j'ai eues personnellement comme ministre des Ressources naturelles. J'ai été invitée à la conférence mondiale de l'énergie des Goûts en Corée du Sud pour aller parler de l'électrification des transports. Et mon homologue du Canada, qui était à l'époque Joe Oliver, qui était ministre des Ressources naturelles, lui allait vendre le pétrole bitumineux et le gaz. Donc, vous voyez pas du tout le même message. Et moi, c'est sûr, je n'étais pas invitée au même forum. Et le prix d'être une province, nous avons une délégation, une personne et demie à Séoul. Ils ont une ambassade. Et les rendez-vous qu'on essayait de fixer pour l'électrification des transports avec des compagnies qui pouvaient fabriquer éventuellement en collaboration avec nous des batteries qui pourraient être fabriquées au Québec, bien, l'ambassade du Canada s'amusait à nous les défaire. Ça, c'est le prix d'être une province dans un Canada bitumineux. Donc, lorsqu'on parle de changement climatique, et là, à Paris, c'est le Canada qui va aller représenter le Québec. Et je peux vous dire, pour avoir été à une des conférences à Cancun, au Mexique, sur le changement climatique, bien, quand tu n'es pas un pays, tu ne fais pas partie des réelles discussions. C'est le Canada qui va parler à notre nom. Le Québec peut très bien aller à Paris, mais il va faire parler, il va parler dans ce qu'il appelle des side shows. Et effectivement, c'est pas là que se prennent les décisions. Donc, les décisions se prennent dans un forum où ce sont les pays qui parlent. Et le Québec n'est pas un pays. Et on va aller se faire représenter par un pays qui est probablement le plus gros gagnant des prix fossiles. Et même si j'ai utilisé le mot gagnant, c'est pas positif. Les prix fossiles, c'est comme les prix citron, c'est comme les plus mauvais. C'est un des 3 plus pourris pays de la planète dans les changements climatiques. C'est lui, dans les dernières années, qui a tout fait pour faire achoper les négociations dans les derniers forums internationaux. Et c'est ce pays-là qui va aller représenter le Québec. Le Québec, qui pourrait être un leader de la planète. Pas juste de l'Amérique du Nord, mais de la planète. Et donc, c'est ça, le prix à payer d'être encore une province. Et moi, je vous dis, il est de plus en plus urgent qu'on devienne indépendant. Et on le voit très bien avec le projet Énergie-Est, le projet Chaleur Terminale. Chaleur Terminale, c'est le projet de Belle-Dune de transport par train. Ces 2 projets-là
sont des projets pour exporter le pétrole bitumineux et traverser le territoire pour de l'exportation. Souvent, quand je fais des entrevues dans certaines radios, les gens nous disent « Ouais, mais là, franchement, vous ne pouvez pas être contre ces projets-là parce que là, vous mettez de l'essence puis du pétrole dans votre char. » Fait que... Bien, ces projets-là ne font que traverser le territoire. C'est pas pour consommation, c'est pas pour transformation. Et donc, on est en train de transformer le Québec en autoroute d'exportation des sables bitumineux. Et on le dit un peu plus tôt, Northern Gateway. Je vais commencer par le sud. Keystone, aux États-Unis. Et on dit non. Les États-Unis, ce sont un pays. Northern Gateway, ça ne se fera pas. Et ça, c'est vers l'ouest, la Colombie-Britannique. La Colombie-Britannique est quand même une province. Puis Énergie Est, je dis souvent, Robert le dit plus délicatement, moi je cherche souvent mes mots. Est-ce que ça passe pas par l'ouest, ça passe pas par le sud? Est-ce que nous autres, au Québec, on va être assez bonasse pour accepter ce projet-là? C'est vrai que sans les poignées d'un pays, si Québec était un pays, quand on sera un pays, on pourra dire non à ces projets-là. Sauf que, là, ça vient vite, là. Il reste 3 ans avant les prochaines élections, puis si on met ça au mieux dans 5-6 ans, là, bien, dans 5-6 ans, là, Énergie Est, si on ne se mobilise pas, là, ça risque d'être enclenché. C'est vrai, quand on sera indépendant, on pourra dire non à ces projets-là. Mais on a quand même des poignées qui sont beaucoup plus compliquées à utiliser, mais qu'il ne faut pas négliger, et moi je pense qu'il faut les utiliser. On l'a vu je vous donne un exemple précis, parce que des fois c'est décourageant, on regarde tout ça, et on dit qu'est-ce qu'on peut faire, on ne peut rien faire. Non, c'est pas vrai, on peut faire des choses. Mais c'est plate parce que le gouvernement du Québec est un canadianiste fini. J'ai jamais vu ça aussi fini que ça. Donc, c'est plus être à genoux devant Ottawa, ça c'est être couché, là. Carpette, là, complètement. Donc, c'est sûr que c'est pas un gouvernement qui va appuyer ses citoyens, mais les citoyens, puis je veux le dire, il y a un pouvoir citoyen qui est fort, qui est sous-utilisé. Les citoyens ont gagné à Cacouna. Ont gagné à Cacouna. Et ont gagné même pour tous les... Il n'y aura pas de port pétrolier au Québec. Donc, on a réussi à ne pas avoir de port. Il s'agit maintenant de s'occuper du tuyau. Et pour s'occuper du tuyau, vous savez, vous avez vu la présentation, je crois que c'était Patrick, qui montrait le pipeline. À partir du Québec, c'est de la construction. Donc, pour construire ce pipeline-là, ça prend toute une série d'autorisations. On l'a vu pour le port, hein, ça prenait un certificat d'autorisation que Heurtel, le ministre fédéral de l'Environnement, avait émis tout croche. Ça a pris un groupe, le Centre québécois du droit à l'environnement, appuyé par des groupes environnementaux, pour démontrer à quel point Heurtel n'avait pas fait sa job. Il a été obligé de reculer par la loi, par les tribunaux, c'est pas une blague, là. Donc, il y en a des permis. Il y a des certificats d'autorisation qui doivent être émis à chaque fois qu'ils doivent installer des stations de pompage, puis ils vont avoir besoin d'une couple de stations de pompage. Et ils vont devoir tout le terrain à partir là, de Lévis jusqu'au Nouveau-Brunswick, ils traversent des territoires agricoles et ils ne sont pas dans les emprises. Jusqu'à cette place-là, ils sont dans des emprises déjà établies, mais sinon, ils ne sont pas dans des emprises. Donc, ça prend du dézonage agricole. Pas obligé de dézoner. On n'est pas obligé de dézoner. Donc, il y en a des poignées pour arrêter Énergie Est, mais il faudra que le gouvernement accepte de les utiliser. Il va falloir que les citoyens se mobilisent parce qu'actuellement, le gouvernement est trop carpette. Donc, il va falloir lui donner, le tenir par les cheveux un petit peu pour le faire tenir debout, mais on peut agir. Chaleur terminale, c'est un projet de transport du pétrole, donc 240 wagons par jour sur les rails du CN. Ça, c'est un petit peu plus compliqué parce que les poignées, il y en a moins, parce qu'il n'y a pas de construction. La seule construction qu'il y a, c'est 12 réservoirs au Nouveau-Brunswick. Et le gouvernement du Nouveau-Brunswick a déjà donné les permis. Sauf que la compagnie, Secure Energy, n'a pas encore réussi à avoir le financement pour ces projets, parce qu'ils auraient pu construire ça cet été, mais ils n'ont pas encore réussi à avoir le financement.
Et plus il y aura de mobilisation populaire, plus ça va être difficile pour eux autres d'aller chercher du financement. Donc, il y a du travail à faire et je peux vous dire que tant dans le cas de Chaleur Terminale que dans le cas d'Énergie S, il y a un travail citoyen qui s'est fait, mais plus que ça, il y a les municipalités qui ont embarqué avec le travail citoyen et qui viennent supporter le travail citoyen. Il y a des résolutions municipales. Je peux vous dire que pour Chaleur Terminale, le Belle-Dune, ça a commencé avec Amqui, Rimouski, Saint-Hyacinthe, et ça a été voté là, par plusieurs municipalités, dont Montréal. Énergie S, ça a été voté contre Énergie S et contre Chaleur Terminale, pas juste de dire, bon, on voudrait une suspension, là. Et Énergie S, il y a Terrebonne, il y a Mascouche, il y a Lanoret, il y a Laval qui a voté contre Énergie S. Donc, il y a une mobilisation générale qui est en train de se faire et moi, je pense que c'est ça qui va faire la différence. Parce que ce sont des projets d'appauvrissement économique. Je pense que vous avez eu une démonstration magistrale au niveau global, mais au niveau local aussi. Parce que vous comprenez, c'est des projets très risqués du côté de la sécurité publique, particulièrement le train. Des DOT 111, on en a vu exploser à Mégantic. Les gens disent, moi je me suis fait dire, ouais, mais Mégantic, c'est pas pareil, maintenant les DOT 111 sont renforcés, puis Mégantic, c'est une petite compagnie qui faisait pas beaucoup d'entretien. Ben, les DOT 111 renforcés ont explosé à Beaugama, en Ontario. C'était les rails du CN. Vous savez, le CN a été privatisé en 1995. Qu'est-ce qui arrive après la privatisation? Des réglementations, des investissements en maintenance pour faire plus d'argent pour les actionnaires. Et donc, imaginez l'état des rails aujourd'hui. Il y a des experts européens qui sont venus voir l'état des rails dans la vallée de la Matapédia. Ils disent, je ne comprends pas qu'il y ait du pétrole qui roule sur ces rails-là. Et donc, les risques d'explosion, ils sont très réels. Et les rails passent à travers toutes nos municipalités, le cœur de nos centres-villes, même à travers Montréal. C'est à travers Montréal que ça va passer, là. Fait qu'imaginez si ce qui s'est passé à Beaugama, ce qui s'est passé à Mégantic, se passait en plein centre-ville de Montréal, ce que ça donnerait comme dégâts. Et la question, c'est pas s'il va y avoir une explosion ou s'il va y avoir un accident. C'est quand? Puis où? Ça va être quoi l'ampleur? C'est ça le risque. Donc, moi, je pense que c'est très important. Ça, c'est le projet d'appauvrissement économique et le CN, soit dit en passant, qui a fait 3,2 milliards de profits l'année passée. Le CN, lui, quand il passe sur les rails, dit aux municipalités, j'ai l'obligation de passer. C'est vrai. Dans la privatisation, il y a l'obligation de transporter. Sauf que les municipalités n'ont pas l'obligation d'accepter elles, par exemple. Et ils n'ont pas l'obligation non plus d'avoir à payer pour les pompiers supplémentaires, les camions supplémentaires, pour la mousse ignifuge supplémentaire. C'est ça qui a manqué à Lac-Mégantic. À la mousse ignifuge, j'étais tellement loin. Là. Ça a pris du temps avant qu'il puisse s'éteindre. Parce que tu n'éteins pas le pétrole n'importe comment. Là. Puis là, je vous ai juste parlé du pétrole bitumineux, parce que le tuyau d'Énergie Est, là, il y en a juste un. Northern Gateway, il y en avait deux. Il y en avait un qui apportait le pétrole bitumineux. Et le pétrole bitumineux, c'est visqueux. Comme la glace que vous laissez dans l'armoire pendant une couple de mois, là, ça ne verse pas. Hein? Bien, le pétrole bitumineux, c'est comme ça. Pour que ça verse, pour que ça circule, ils mettent du diluant, du dilbit. Bien, ils l'enlèvent, ils le récupèrent au bout, puis ils le font revenir. Bien, nous autres, il y a juste un tuyau. Fait comment vous pensez que le dilbit va venir? Par train. Puis le dilbit, c'est encore plus explosif que le pétrole. Juste comme ça en passant. OK? Donc, on n'a aucune espèce de raison, ni économique, ni de sécurité, ni environnementale, ni quoi que ce soit de dire oui à ces projets. Il va falloir, et là vous vous rendez compte de l'importance d'être un pays, d'être indépendant. C'est ça qui fait toute la différence. Il va falloir toutefois qu'au Québec, on se pose des questions et qu'on se positionne. Vous avez vu, moi et Daniel, on a travaillé très fort pendant 18 mois, mais vous avez vu qu'on a quand même un positionnement à faire sur des projets pétroliers au Québec. Il y a des discussions qui sont en cours et moi, je dois vous avouer, lorsque j'étais ministre des Ressources naturelles, j'ai fait l'affirmation que j'étais loin d'être certaine que c'était le Klondike, par exemple, en Anticosti ou ailleurs au Québec. Et plus on regarde les chiffres, et plus on se rend compte que ces projets-là ne sont pas rentables. Et dans une perspective de diminution des gaz à effet de serre, les objectifs qu'on s'est donnés, là, ce sont des objectifs qui sont ambitieux, mais complètement nécessaires. Mais ça va prendre des moyens robustes. Et on ne pourra plus continuer à faire du business as usual. Parce que si on fait ça, on n'atteindra jamais nos objectifs.
Fait qu'il faut se donner des façons différentes de faire les choses. Et je sais bien qu'il y a bien du monde qui font référence à la Norvège, mais la Norvège a décidé il y a 30 ans d'exploiter son pétrole. Aujourd'hui, on est en 2015, on est dans une situation complètement différente. Et au Québec, c'est pas de l'or noir qu'on a, c'est de l'or bleu. C'est de l'or soufflé, éolien. Et c'est vers ça qu'il faut se tourner. Et c'est ça l'avenir aujourd'hui. L'ensemble des forums économiques, que ce soit le Fonds monétaire international, on ne peut pas qualifier le Fonds monétaire international d'un organisme de gauche avec Christine Lagarde, que ce soit Mark Carney, qui est le président de la Banque de l'Angleterre, ils le disent, que le principal perturbateur du développement économique dans les prochaines années, ce sont les changements climatiques. Et de réfléchir avant d'investir dans l'industrie pétrolière, parce que ce sont des investissements qui ne seront plus rentables dans le temps, ce sont des investissements qui deviennent de plus en plus risqués. Et quand un investissement est risqué, les investisseurs n'aiment pas ça. Donc, je pense qu'on a une évaluation de société à faire aussi dans les projets qui sont actuellement en discussion au Québec. Et au Québec, je vous le dis, on pourrait être un leader mondial dans les changements climatiques. Pourquoi? On a 50% de notre énergie qui est renouvelable. Pourquoi? Parce que 99% de notre électricité est verte. On a réussi à faire cette transition-là dans les 40 dernières années. Notre électricité, elle est surtout hydraulique et éolienne, mais on peut pousser ça plus loin. Et on a plusieurs secteurs. Quand j'entendais Philippe parler de projet de société, de vendre la diminution des gaz à effet de serre par projet de société, je vais vous en parler de quelques-uns qu'on pourrait qualifier de projets de société. L'électrification des transports. Bien ça, l'électrification des transports au Québec, on a développé une expertise extraordinaire. On fabrique au Québec un des meilleurs moteurs électriques au monde, sinon le meilleur, à Boucherville, ici sur la Rive-Sud, chez TM4, qui est un brevet d'Hydro-Québec. C'est pas rien, là. On fabrique au Québec des bornes de recharge électrique avec Gentech, avec Adénergie. On fabrique au Québec des batteries. On fabrique au Québec des autobus scolaires. On fabrique au Québec des autobus municipaux. On fabrique au Québec des camions légers avec Packard. On a un des meilleurs centres de recherche internationale avec l'IREC, pas le même IREC, mais à Varennes, du côté des matériaux. Les matériaux, c'est la base pour les batteries. Puis ce qu'ils ont développé, là, moi j'ai vu des présentations il y a 2 ans, là, au niveau laboratoire, si ça fonctionne, le problème des batteries, c'est réglé. Je vous le dis, là. Là, il reste à l'industrialiser. Ça, c'est pas notre force, l'industrialisation. Il faut se le dire, là. Hein? Et on a un gouvernement libéral qui ne nous aide pas. Quand je vois que le gouvernement de M. Couillard est allé se péter les bretelles à Bordeaux, en France, pour aller annoncer 600 emplois à partir de l'expertise qu'on avait développée ici au Québec à travers nos taxes et nos impôts pour 1,5 milliard de dollars. Puis les emplois vont être en Europe, en France, puis annoncent ça comme un succès. Moi, je ne comprends pas que ce ne soit pas ici. Là. Je ne comprends pas ça. C'est pour ça que je vous dis industrialisation. Là. Il nous reste... Mais ça, c'est bien fait, hein? Mettons qu'on avait bien fait ça, puis c'était bien réfléchi, mais ça se ferait au Québec. Parce que, avec Daniel, puis toute l'équipe au Parti québécois, on avait mis en place une politique d'électrification des transports. Puis ça faisait toute la différence. Les autobus scolaires électriques, c'est nous autres qui avons lancé ça. Et aujourd'hui, l'autobus scolaire électrique est fabriqué à Saint-Jérôme, au Québec, avec le moteur de TM4 de Boucherville, avec les ingénieurs du Québec qui ont fait ça, fonctionne sur les routes du Québec. Et ça, c'est exporté aux États-Unis. On peut faire la même chose avec les autobus municipaux. Il y avait un projet nomade aussi pour une auto en libre-service construite ici, au Québec. Donc, c'est vraiment ça qui fait la différence. Deuxième projet, très rapidement, dans 1 minute. Donc, pour diminuer nos gaz à effet de serre, parce que le transport, l'électrification des transports, c'est un secteur, mais il y a aussi tout le secteur industriel. Donc, comme ministre des Ressources naturelles, j'avais mis en place des programmes pour 1,2 milliard dans le secteur industriel, dans le secteur commercial, dans le secteur résidentiel pour diminuer la consommation de pétrole. Et ça, c'est créateur d'emplois et ça modernise les usines et ça augmente la pérennité des usines. Imaginez la différence. Donc, c'est extrêmement... Puis au Québec, on appelle ça l'efficacité énergétique, là. Bien, l'efficacité énergétique, on est dans les meilleurs dans le monde. Si on peut exporter cette expertise-là.
Donc, ce sont tous des vecteurs de création d'emplois qui permettent, oui, de diminuer nos gaz à effet de serre, mais aussi de diminuer le smog urbain quand on parle d'électrification des transports. Et on sait que ça a un impact directement sur la santé. Donc, imaginez un Québec pays à la conférence sur les changements climatiques à Paris, COP21. On serait le pays en Amérique du Nord le plus proactif pour les changements climatiques. Imaginez ce que ça ferait comme différence au niveau de la géopolitique, puis imaginez ce que ça ferait comme différence pour le développement économique, parce que c'est là qu'on pourrait prendre tous nos contacts aussi pour pouvoir exporter notre savoir-faire, exporter nos technologies. Mais pour ça, il faut être un pays.